Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vocation était de devenir infirmière. Vous avez trouvé une autre voie grâce à la vôtre. Soignez les âmes en vous inspirant de femmes qui sont devenues des saintes et dont la canonisation ne relève pas du miracle. Bonjour Natacha Saint-Pierre. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous avez eu au début des clés d'une vie il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, on continue et vous aussi. Et on va évoquer ce livre, Mes très chères saintes, qui sort aux éditions du Rocher, qui est un travail considérable que vous avez effectué par rapport à la religion, et pas seulement, mais à la découverte des autres et à votre propre découverte. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, c'est le 8 août 2014. C'est un concert sur votre terre natale qu'on peut évoquer à travers cette chanson. Tous les Acadiens, toutes les Acadiennes vont sauter, vont danser sur le violon, sont américains et elles sont américaines. Car ce jour-là, il y a le Congrès mondial acadien 2014 pour la redécouverte de vos racines et l'héritage du peuple acadien, et vous êtes là. Je suis là et si je ne me trompe pas, je vais entre autres chanter avec Rock Voisine, Exactement. qui est un ami et qui est aussi un compatriote. Il a grandi au Nouveau-Brunswick comme moi. Les gens trouvent toujours ce nom très bizarre. On est ces personnes qui habitons à l'est du Québec, entre l'océan Atlantique et le Québec. Oui, et je crois que vous êtes 300 000 Acadiens aujourd'hui dans cette région. On est les irréductibles francophones qui ont réussi à résister à la déportation des Acadiens qui a eu lieu en 1755, quand les Anglais ont voulu nous chasser. Oui, et ça n'a pas marché, heureusement. Ça n'a pas marché. Et je crois d'ailleurs, en plus, le peuple acadien s'est placé sous la protection de la Vierge. Je ne sais pas si vous le savez. Tout à fait. Et justement, parce que la France était consacrée à Marie sous le règne de Louis XIII. C'est comme ça que ça a commencé et que vous avez été protégé. Tout à fait. Et pour les gens qui ne savent pas, on a le drapeau acadien, c'est ce drapeau français, mais les Acadiens voulaient leur propre étendard, mais voulaient quand même garder un clin d'œil à leurs racines françaises. Alors ils ont pris le drapeau français et ils ont ajouté l'étoile papale dedans, ce qui fait qu'il y a l'étoile jaune dans le bleu en haut à gauche du drapeau. Alors, il se trouve que vous êtes né à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, Ouais. et qui est un lieu particulier puisque c'est le premier Européen à avoir visité cet endroit. C'était Jacques Cartier en 1534. Ça fait un bail, hein. Oui, Ça a changé depuis. oui, ça a changé. Et puis aussi, ce qui a changé, c'est le petit village Saint-Hilaire, où, je crois, quelques centaines d'habitants, vous avez grandi. Je suis allée à l'école là-bas les 5 premières années de ma scolarité. Après, mes parents sont déménagés. Ils sont retournés à Bathurst. Moi, je suis née à Bathurst. Mes parents, pour le travail, ont vécu à Saint-Hilaire quelques années. Puis après, on est retourné à Bathurst. Mais c'est une jolie petite bourgade très calme au bord d'une... Enfin, nous, on appelait ça la rivière, mais c'est un fleuve, le fleuve Saint-Jean. Et on a passé des étés formidables là-bas. Et d'ailleurs, cet endroit s'appelle la baie des Chaleurs aussi. À Bathurst, oui, il y a une baie où on entre l'océan Atlantique, la mer, qui s'appelle la baie des Chaleurs parce que c'est l'eau la plus chaude au nord de la Virginie. Alors, Natacha Saint-Pierre, je crois aussi que votre père a fait plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'il a été professeur dans une prison pour mineurs, directeur de la prison, et ensuite il a travaillé au ministère de la Justice. C'est un parcours très particulier. Oui, mon père a toujours aimé la transmission. Et il a commencé comme étant... Il a étudié pour être professeur pour les enfants en difficulté. Et donc, des enfants en difficulté, il y en a forcément dans les prisons pour mineurs. Au Canada, on fait de la prison ferme à partir de 14 ans. Et donc, mon père a été professeur dans ces prisons, puis est devenu directeur adjoint à un moment donné, par intérim. Puis finalement, il a eu le poste, puis finalement directeur de la prison. Puis finalement, il a évolué toute sa carrière. Il a fait plein de choses, toujours dans ce même département de la justice. Et il a fini sa carrière au service des victimes au ministère de la Justice. Et votre mère aussi a un parcours très particulier. Elle a été directrice d'une maison de retraite et inspectrice pour le ministère de la Santé. Oui, à la base, elle est infirmière au chevet. Oui, exactement. Elle travaille pendant des années comme infirmière au chevet, puis va prendre la direction, direction santé, en fait. Pas la direction administrative, mais santé d'une maison de retraite gouvernementale. Puis après, elle va migrer vers le département de la santé. Elle va devenir assistante sous-ministre à la santé. Donc, vous voulez devenir infirmière parce Ouais. que à l'époque, le monde de la chanson ne vous intéresse absolument pas, Natacha Saint-Pierre. En fait, pour moi, c'est un loisir. C'est pas un vrai métier. Mes parents
pour mes parents, l'école est très importante. Ma grand-mère paternelle était institutrice. Mes parents ont tous les deux des diplômes universitaires. Pour eux, c'était important qu'on fasse des études, mon frère et moi. Donc, chanteuse, on ne passe pas par l'université, donc c'est pas un métier. Oui, sauf qu'il y a un professeur de musique à 8 ans un jour à l'école qui vous fait chanter. Exactement, il s'appelait Jean-Paul Fortin. Il est décédé maintenant, il était saxophoniste. Et c'est lui qui va me faire chanter à l'école. Il trouve que je chante bien. Et il va m'inviter à chanter dans son groupe régional où je vais faire des petits concerts avec eux. Alors, il se trouve que vous dites oui parce que votre maman vous a appris à ne jamais dire non. Ma maman... En fait, il ne faut pas dire non si on n'a pas de solution. Et il se trouve que mon professeur de musique, à la base, il nous distribue des instruments de musique pour faire une chanson, tous ensemble, toute la classe. J'ai 8 ans à l'époque, peut-être un peu moins. Non, 8 ans. Et moi, je tombe sur le xylophone. Je n'ai pas du tout envie. Donc, je ne peux pas dire non. Il faut que j'ai une solution. Donc, je dis, monsieur, est-ce que je pourrais chanter plus tôt? Comme ça, je ne vole pas l'instrument de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'il va découvrir que je chante bien. Oui, ce que vous ne saviez absolument pas. Non, moi j'aime bien chanter, mais comme tous les enfants, je pense, on joue à faire des spectacles. Je ne suis pas la seule à avoir joué à faire des spectacles. Non, et à 4-5 ans, dans votre chambre, vous inventez des personnages. Oui, j'adore inventer des personnages avec ma cousine Geneviève, qui a 2 ans de plus que moi. Et on a une vieille caméra VHS qui est énorme. À l'époque, c'était énorme. Et avec ma cousine, on se filme et on se filme en train de faire des émissions de recettes. Sauf qu'on pourrit la cuisine de ma mère, on se filme en train de faire des spectacles, on s'amuse. Et je crois qu'on ne re-regarde jamais ces VHS en plus. Mais bien sûr, elles sont perdues aujourd'hui ou alors il faut les transmettre sur Internet. Je crois qu'on en a quelques images, mais bon, si elles pouvaient rester camouflées, ça va pas me déranger. Alors, il se trouve ensuite que vous prenez donc des cours de chant, de théâtre et de piano, mais pour le plaisir, Natacha Saint-Pierre. Ouais, pour le plaisir, je fais de l'impro et du théâtre. Parce que je suis amoureuse d'un garçon qui en fait. Je fais des cours de chant parce que je trouve ça cool et des cours de piano parce que ma mère veut que je connaisse le solfège et que je sache lire la musique. Mais franchement, pour me faire répéter, c'est la croix et la bannière. Hein. En même temps, ça vous permet de canaliser votre énergie. Oui. Je suis un enfant un petit peu hyperactif, mais comme mes parents ne sont pas pour la médication, ils vont me canaliser par l'épuisement. Et ça ne va pas marcher puisque vous allez enregistrer une première chanson. Ni un pas, ni une façon d'atteindre la raison, sans faire de longs discours. Vous êtes toute jeune, vous avez déjà la voix que vous avez aujourd'hui dans le parcours du cœur. Et la pochette est étonnante parce que la pochette, on ne voit que vos yeux, Natacha Saint-Pierre. Ouais, le premier album s'appelle Émergence et on voit que mes yeux. Je ne sais pas quelle idée j'ai eue, artistiquement parlant. Et la première chanson, j'ai 14 ans, s'appelle Le parcours du cœur. Et je trouve que j'ai l'impression d'avoir, quand je me réécoute, muet à l'envers. Et je m'explique, j'ai l'impression que j'avais la voix plus grave avant. Normalement, on perd des aigus, mais là, je crois que j'en ai gagné. Et comment est né ce disque ? Ce disque, il est né parce qu'on me propose de faire la chanson Le parcours du cœur pour une association. Je la fais. Je rencontre des producteurs qui décident de me faire un album avec un pianiste de renommée chez nous qui a une grande carrière au Japon qui s'appelle Steve Barakat. Steve Barakat me compose cet album, je travaille avec lui et je fais ce premier album, Émergence, qui sort avec ses 2 premiers producteurs qui vont le sortir dans le label de Guy Cloutier. Grand producteur de l'époque, qui a entre autres découvert Céline Dion, qui était l'employeur de René Angélil à l'époque. Oui. Et je vais travailler avec lui, qui va voir en moi un potentiel et racheter mon contrat à mes producteurs de l'époque. Et donc, devient mon producteur, mon manager, mon tout, quoi. Ouais. Ma maison de disques. Et je vais faire avec lui plusieurs albums. Moi, mon rêve à l'époque, c'est d'aller aux États-Unis, parce que la petite Acadienne écoute beaucoup de musique anglophone. Bien sûr. Lui, rêve d'avoir un artiste qui perce en France, donc va m'amener rencontrer Paul-René Albertini, qui à l'époque s'occupe de Sony. Mais ce premier album, il y avait une chanson aussi qui était votre premier succès, c'est Sans le savoir. Tu vis sans le savoir, ancré à ma mémoire, dans un port en tempête. C'est vrai que ça a été un succès, mais Ouais. ce qui est étonnant sur cet album, c'est qu'il y avait un titre en anglais, Friends, et surtout un titre en cantonais. Tout à fait. C'est assez particulier. Et Friends, je crois que je le fais en duo avec Steve Barakat, Oui, non? oui, tout à Ouais, fait. ouais. Et c'est étrange parce que là, j'écoute l'album, peut-être parce qu'on écoute juste un tout petit extrait, Oui. mais j'ai l'impression que ça
ça n'a pas si vieilli que ça. Non? Ça va, pour moi, ça passe encore. Et le titre en cotonais, pourquoi chanter en cotonais? C'était pas pour aller en Chine? Alors, non, parce que Steve Barakat est très connu en Asie, entre autres en Chine, et qu'il a fait ce titre pour un chanteur chinois, et il m'a dit, tu veux pas le reprendre? Et je dis, ok, je vais essayer. Et vous savez ce qu'on a fait, parce que je ne parle pas le cantonais. On est allé au restaurant chinois en face du studio, demander à la dame qui travaille là, qui est cantonaise, de venir me coacher. Et c'est donc la propriétaire du restaurant cantonais qui me coach pour chanter cette chanson. C'est extraordinaire. C'est dingue, non? Et puis bon, ensuite, la carrière, c'était Notre-Dame de Paris, c'était un déclic finalement. Notre-Dame de Paris, c'est pour moi le moment où je prends une décision. Je prends la décision de retarder d'1 an mes études d'infirmière parce que là, j'ai le bac. J'ai passé le bac rapidement parce que je suis allée un peu plus vite que les autres. Donc, j'ai le bac tôt. Et donc, je vais accepter de partir puisque j'ai tous les crédits nécessaires pour l'obtention du bac, puisque nous, on est en contrôle continu au Canada. Et je pars et je vais d'ailleurs recevoir mon diplôme du bac par fax au Grand Théâtre de Québec. À l'époque, il y a des fax. J'ai l'impression d'avoir 1000 ans. Et je reçois mon diplôme par fax. Et je n'irai jamais à ma cérémonie de graduation comme on a aux États-Unis, là où on a notre béret, qu'on lance en l'air avec le petit pompon et tout, et les toges. Je ne la ferai jamais parce que je suis dans Notre-Dame de Paris. Et voilà comment ça a commencé. Et ça a continué. Et il y a une autre date que j'ai repérée très importante, c'est le 14 juin 2003. J'ai un truc avec les 14, en fait. Et oui, c'est vrai, c'est fou, hein? Mais oui. Bon, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio avec Natacha Saint-Pierre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Natacha Saint-Pierre pour ce livre Mes très chères saintes aux éditions du Rocher qu'on va évoquer tout à l'heure à la fois avec les spectacles et le livre. Et j'en reviens à la date du 14 juin 2003, le soir d'un duo historique. Johnny, j'oublierai ton nom, il l'a enregistré avec Carmel, une chanteuse britannique, dans un album qui s'appelait Gang. Et le soir de ses 60 ans au Parc des Princes, qui chante ça avec lui? Vous, C'est Natacha moi. Saint-Pierre. Et je n'ai absolument pas conscience de la grandeur de ce que je vis. Je me souviens, quand je suis arrivée aux répétitions dans l'après-midi, j'arrive par le fond du Parc des Princes et je traverse la pelouse et donc je m'aperçois à quel point la scène est immense, mais je n'ai jamais vu de spectacle de Johnny. Et je vais chanter avec lui sur scène. La chanson, les répétitions se passent bien. Il est très gentil, il est très paternel en fait avec moi. Et c'est plutôt agréable. Et au moment de commencer le spectacle, je me souviens que je dois sortir de scène, des coulisses et marcher, aller vers lui pendant que lui chante la première partie. Oui, 2 minutes 50 la première partie. Ouais, sauf que je suis happée par son charisme et je le regarde chanter. Je kiffe le moment et je vois le public, je vois lui et j'oublie d'avancer. Parce que je deviens spectatrice et je vais marcher en chantant. Je rate un peu mon entrée en gros. Oui, mais il prend ça avec le sourire, il vous accueille. Oui, il m'accueille très bien. Puis je vais faire tous les soirs de cette résidence au Parc des Princes de Johnny où je vais m'éclater. Mais le premier soir, j'ai absolument pas du tout conscience de ce qui va m'arriver et de ce que je vais vivre. D'ailleurs, il vous encourage, il vous fait des sourires, il vous prend par l'épaule même pour vous encourager. Ouais, il est tactile, il est comme un papa qui déploie ses ailes au-dessus de moi pour me protéger. C'est vraiment la vision que j'ai. Et en fait, il vous serre la main très fort à un moment. Oui, il serre la main très fort pour me tenir. En même temps, il est habité quand il chante, Johnny. Donc je pense qu'il n'a pas de demi-mesure. Exactement. Mais 40 000 personnes, quand on voit cette foule devant vous, qu'est-ce qu'on ressent, Natacha Saint-Pierre? Je sais pas. Je pense que je suis tellement concentrée dans « Oh mon Dieu, j'ai oublié d'avancer. Il faut que je réussisse. Il faut pas que j'oublie les paroles. Il faut que je chante bien. Il faut que je fasse ce qu'il me dit. Lui, il est là. » Je sais pas. Une chanson, c'est tellement rapide, ça passe tellement vite. Je crois que j'ai pas le temps de processer toute cette information. Et comment c'est né ce projet de chanter avec Johnny au Parc des Princes? C'est né dans un restaurant où Guy Cloutier m'emmène déjeuner un midi. C'est le restaurant de Johnny. Johnny est là. Il est à table avec Mathilde Seigné, qui est une de ses amies. Et Guy va me présenter et va dire « Ce serait formidable que tu chantes avec elle ». Il lui donne un album. Et puis en fait, après, on nous appelle et je chante avec lui.
Incroyable. Mais il savait exactement. Johnny, écouter une chanson, savait exactement ce qu'il fallait faire. Quand il répétait avec son orchestre, il venait une demi-heure de répétition, il disait ça va, ça va pas, et il repartait. Il avait un sens inouï du Une spectacle. musicalité formidable, ouais. Et ce charisme, c'est-à-dire, il y a deux personnes, Alain Delon et Johnny, quand ils sont dans une salle, on sait exactement qu'ils sont là, même si on ne les a pas vus. Je n'ai jamais croisé Alain Delon, mais Johnny, mais je vous ai dit, moi je suis à l'américaine, j'oublie pas de monter sur scène. Là, franchement, c'est comme si il m'avait attrapée et j'étais devenue publique. Je ne pouvais pas lâcher le truc, je ne pouvais pas redevenir chanteuse. Alors ça, c'est un excellent souvenir. Il y en a un moins heureux, bien que ça ait bien marché, c'est l'Eurovision, où vous Ouais. êtes retrouvée à 18 ans, Natacha Saint-Pierre. Tout à fait. Je me retrouve à l'Eurovision à 18 ans et je pense que je signe un contrat avec ma maison de disques française à l'époque chez Sony Columbia pour sortir mon album avec cette chanson qu'on ajoute sur l'album canadien pour franciser l'album. Et cet album va accompagner l'Eurovision, qui est le plan marketing en fait pour me faire connaître par les Français. Et moi, je le fais parce que Céline Dion a déjà fait l'Eurovision. J'ai pas du tout l'intention de travailler cet album. Après l'Eurovision, dans ma tête, je rentre chez moi. Puis ils pourront quand même pas me forcer à chanter. Bien sûr. Mais Céline Dion, il y a une précision, elle a gagné l'Eurovision en 88, mais ce qu'on ne sait Luxembourg. pas... Non, c'était Suisse. La Oui. Suisse, elle a gagné d'un point, un seul point de différence seulement avec la candidate anglaise. Et ça, Ouais. on l'a un peu oublié. Mais ça a lancé sa carrière. Tout à fait. Et donc, vous vous retrouvez comme ça à Paris, mais en même temps, vous allez découvrir la France. C'est Oui. un rêve. Ben, je découvre la France, et même si on parle la même langue, c'est deux pays qui ont beaucoup de différences, mine de rien. Je suis une petite fille de 18 ans qui a grandi en campagne. Je suis très loin de chez moi. Je suis seule. C'est pas tous les jours facile. Ben, le jour de vos 18 ans, vous êtes dans un appart-hôtel tout seul. Tout à fait. Je ne sais pas où je l'ai dit, mais vous le savez. En tout Oui. cas, je célèbre mes 18 ans toute seule dans un appart-hôtel boulevard Haussmann. J'ai pas d'amis encore. On fait nos amis soit à l'école, soit dans notre milieu de travail. Moi, je suis chanteuse solo, donc j'ai pas encore rencontré beaucoup de personnes. J'ai enregistré mon album au Canada, donc avec des musiciens canadiens. Donc je suis toute seule. Et je me rappelle que je regardais Isabelle Boulay souvent à la télé, qui a commencé sa carrière en France un peu avant moi. Je me rappelle avoir regardé dans cet appart-hôtel Isabelle Boulay gagner un victoire de la musique et je sautais sur mon lit, j'étais trop fière. J'avais l'impression d'être moins seule. Alors, ensuite, il y a Copenhague et l'Eurovision, effectivement. Ça, c'est une journée difficile parce qu'on vous a tout fait. Ça a été de la coiffure au styliste, ou vous qui êtes une indépendante, on vous a obligé à faire des choses. Ouais, la coupe de cheveux, on me l'a fait de force, le maquillage, on me le fait de force, le stylisme, il est imposé, tout est imposé et je m'aperçois que je suis devenue une marionnette qui ne s'appartient plus. Et en même temps, je suis jeune et polie. Et je me retrouve remplie de gens qui me disent on a de l'expérience, on a plus de métier, écoute-nous. Et comme un enfant devant son instituteur, ben, j'écoute. Et vous chantez devant le public de l'Eurovision. Et je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix. La séquence est très belle quand on la voit aujourd'hui. Et il y a une partie en français, une partie en anglais, ce qui n'était Ouais. pas courant à l'époque, Natacha Saint-Pierre. Ouais, en fait, c'est une chanson à texte. Et pour que les gens comprennent une chanson à texte, ben, il faut qu'ils comprennent le texte. Oui. Et c'est vrai que j'avais un peu insisté pour ça. Il y a des gens qui ont apprécié, des gens qui n'ont pas aimé. Mais avec le recul, je suis contente de l'avoir fait parce que je pense que ça a peut-être aussi permis cette 4e place du fait que les gens ont pu comprendre le texte. Alors, vous êtes déçu par cette 4e place, alors que, ouais. mais attendez, à part Barbara Pravi, personne n'a fait mieux depuis pour la France. Pour le moment, mais Oui. ça viendra bien, Je suis j'espère. pas sûr. Et ouais, je suis déçue parce que je ne fais pas le podium. Oui, vous auriez voulu faire le podium. Ouais, j'aurais voulu être au moins sur le podium. Je trouve qu'il y a 2 places atroces, c'est 2e et 4e. Le 2e, c'est presque premier. Le 3e, bon, bah, au moins on a le podium. Et le 4e, c'est pas le podium. Donc, c'est pas des jolies places, la 2 et la 4. Et moi, c'est mon premier échec. Et Oui, à 18 ans, c'est trop tard pour vivre un premier échec. J'ai fait j'ai fait peu de sport collectif, même ou individuel. J'ai fait beaucoup d'art. Et je n'ai jamais perdu. Et avec le recul, si juste je pouvais changer une chose dans mon enfance, c'est
me faire une activité où j'apprends à perdre. Et vous avez ensuite gagné à être connu grâce à Pascal Obispo et à cette chanson. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce Et qu'on là, c'est vraiment le ferait destin, Natacha Saint-Pierre, parce que vous pensez retourner au Canada, abandonner tout ça, et vous rencontrez Pascal Obispo la veille de votre départ. La veille de mon départ, sur un plateau de Michel Drucker, ça ne s'invente pas, Pascal, qui est dans la même maison de disques que moi, qui est chez Sony aussi, Sony lui a parlé de moi. Sony aimerait bien qu'il fasse un album avec moi, donc il vient me voir et il me dit: j'aimerais bien te faire écouter des chansons. Je dis: ah bah, ça tombe mal, je pars demain. Il dit: bah, c'est pas grave, viens ce soir. Et je vais chez lui écouter des chansons, et il y en a des très belles. Et là, je suis un peu prise par les sentiments. Et c'est Tu trouveras qui me fait retarder mes études d'infirmière d'encore un an. Voilà. Et en même temps, vous dites que Pascal Obispo vous a appris à grandir. En fait, Pascal Obispo, et c'est drôle parce qu'il l'a appris très récemment. Il m'a envoyé un texto un jour après l'avoir entendu dans une interview. Et il m'a dit: je ne savais pas que je t'avais apporté ça. Je dis: mais en fait, c'est vrai, parce qu'on ne dit pas souvent aux gens qui ont compté dans nos vies pourquoi ils ont compté. Et Pascal est celui qui m'a appris à dire non. Et celui qui m'a appris, même si tu es jeune, tu as le droit d'avoir une opinion et des goûts. Et tu as le droit de ne pas aimer des choses. Et tu as le droit de ne pas faire des choses, même si on te dit qu'ils vont fonctionner marketingment parlant. Parce que tu ne fais pas que du marketing. Et il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Oui, et c'est vrai que vous ne faites pas du marketing, vous êtes une artiste, une vraie, et on va continuer à l'évoquer à travers une date que j'ai repérée qui est étonnante, le 10 avril 2001. A tout de suite sur Sud Radio avec Natacha Saint-Pierre. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Natacha Saint-Pierre, mon invitée pour Mes très chères saintes, aux éditions du Rocher, un livre étonnant qu'on va évoquer tout à l'heure, mais qu'on va commencer à évoquer aujourd'hui, maintenant, parce que le 10 avril 2001, vous faites votre première télé en France, et je ne sais pas si vous le savez, mais cette télé, c'est à Orléans. C'est le journal télévisé d'Orléans, Je ne savais ce qui est pas. extraordinaire. Ce qui tombe parfaitement bien avec le reste de mon histoire. En même temps, ma première chanson en France, c'est Je n'ai que mon âme. Et mon nom de famille, le vrai, c'est Saint-Pierre. Oui, exactement. Donc, je pense que je suis prédestinée pour tout ça. Voilà, mais Orléans, effectivement, que Jeanne d'Arc a libéré le 8 mai 1429, vous êtes ce journal télévisé pour évoquer Notre-Dame de Paris et votre premier album. C'est extraordinaire. C'est dingue. C'est dingue. Alors, Jeanne, effectivement, plus tard, vous allez lui rendre hommage avec cette chanson. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour. Jeanne d'Arc, que vous évoquez dans ce livre, Mes très chères saintes, et on va y revenir. C'est vrai que cette chanson, c'est 20 ans après cette première télé à Orléans, et ça a été quelque chose de très important pour vous. Laurent Voulzy, lui aussi, avait évoqué Jeanne d'Arc. Oui, et j'ai eu la chance de rencontrer Laurent Voulzy parce que je lui ai dit: je reprends ta chanson. Il m'avait invité à déjeuner. On avait parlé ensemble. C'est un homme passionnant et passionné. Moi, j'ai rencontré Jeanne d'Arc grâce à Thérèse de Lisieux. Parce que Thérèse de Lisieux va écrire une pièce de théâtre parlant de Jeanne d'Arc, et parce qu'elle-même, elle est passionnée par Jeanne d'Arc. Et c'est là que je vais m'intéresser un peu plus à Jeanne d'Arc, qui, étrangement, l'église où j'allais quand j'étais petite, celle qui était en face de la maison d'enfance de mon papa, il y avait une énorme peinture de Jeanne d'Arc derrière l'autel. Donc, franchement, des fois, on se demande à quel point les choses sont écrites à l'avance. Regardez cette télé à Orléans, c'est totalement... Pour parler de Notre-Dame de Paris. Oui, non, mais en même temps, oui, exactement. Tout à fait. Alors, en plus, Jeanne d'Arc s'appelait Johannette de Vouton ou Johannette Romé, parce qu'on prenait à l'époque le prénom de sa mère, et on a toujours ignoré, elle a toujours ignoré sa date de naissance. On ne sait pas quand Jeanne d'Arc est née. C'est assez étonnant. Et ça, je ne le savais pas. Voilà. Et c'est une chose très précise, les historiens cherchent encore aujourd'hui. Et puis vous évoquez, et vous l'évoquez dans ce livre d'ailleurs, le procès où vraiment les cartes étaient jouées d'avance. Les cartes étaient jouées d'avance, et malgré tout, je trouve que cette jeune fille, parce qu'il faut se remettre à l'époque et à son âge, elle a 16-17 ans, et elle va malgré tout, malgré toutes les menaces qu'on lui fait, malgré tous les sévices qu'on lui fait subir, elle ne change pas son discours, alors que pour avoir la paix, tellement de gens auraient accepté de modifier leur discours. Elle va rester
droite dans ses bottes, fidèle à elle-même du début jusqu'à la fin de ce procès. Et on va la piéger parce qu'on n'arrive pas à lui faire dire ce qu'on veut lui faire dire. Et en même temps, elle résiste, elle résiste. Et vous dites dans ce livre, Natacha Saint-Pierre, que c'est une pionnière du féminisme d'aujourd'hui. Je trouve que beaucoup des femmes dont je vous parle sont des pionnières du féminisme, pas en ayant voulu devenir des hommes, mais en ayant voulu être entendues en tant que femmes avec leur force féminine. Alors, il se trouve que ce spectacle, vous allez le jouer dans des églises. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est venu petit à petit, parce qu'au départ, vous n'étiez pas destiné, mais je vous appelais Saint-Pierre, à chanter dans les églises. Pas du tout. Je vais le faire la première fois avec Vivre d'amour, l'album composé par Grégoire. Et après, je vais retourner à mes théâtres. Puis, je vais y revenir pour l'album Aimer, c'est tout donner. Et c'est là que je m'aperçois que j'aime les églises parce que ça m'a manqué. Comme quand on mange et on dit « Ah ouais, je savais pas que j'avais faim ». Et là, je vais chanter dans une église et je vais me faire « Ah ouais, je savais pas que ça m'avait manqué ». Et va s'en suivre plusieurs dates dans les églises autour de Sainte-Thérèse de Lisieux et puis après Jeanne d'Arc. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait un spectacle un jour dans une église, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très particulier. C'est le son, c'est quelque chose d'autre, on ne sait pas exactement. Je pense qu'on n'a pas la même façon d'appréhender, d'écouter. On n'a pas la même ouverture d'esprit quand on est dans un théâtre que quand on est dans une église. Qu'on soit croyant ou pas, il y a quelque chose d'apaisant en ces lieux. Et moi, je me souviens de ce spectacle dans une église à Nice, et à la fin, le curé nous avait offert une bouteille de pastis, parce qu'en louche dé, il préparait son pastis entre deux messes. Mais moi, j'ai rencontré plein de curés depuis des années que je tourne dans les églises, depuis plus de 10 ans. Certains très traditionnels, d'autres très ouverts, d'autres avec des vies incroyables. Je me rappelle d'un curé à Lyon qui avait été dans l'armée, qui avait été un civil lambda, qui avait tout vécu et qui un jour s'est dit mais en fait ça rime à rien ce que je fais, et il est parti étudier la théologie, il est devenu prêtre. Il y a des gens qui ont des vies incroyables. Alors, il se trouve que bon, Nicoletta est la première à chanter dans les églises avec Oui. les gospels, et quelqu'un que vous connaissez bien, aujourd'hui chante dans les églises, c'est Julie Zenati, qui a commencé elle aussi dans Notre-Dame de Paris. Tout à fait, on y revient. Exactement. Et effectivement, la première expérience, c'était Thérèse, Vivre d'amour. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule Moi, je me pas. souviens parfaitement de la sortie de cet album donc, que vous avez réalisé avec Grégoire à partir des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux. Au départ, tout le monde était surpris, personne n'y croyait, et ça a été un immense succès. Même moi, au départ, je me lance parce que j'aime les chansons. Et au moment de la sortie, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens encore une fois de faire les choses sur un coup de tête, parce que j'ai tendance à faire les choses sur des coups de tête. Je viens encore une fois sur un coup de tête de faire un truc. Les médias vont recevoir cet album, ils vont le mettre sur le coin de leur bureau, le regarder, peut-être avec dédain, puis le pousser dans la poubelle. Et c'est pas du tout ce qui se passe. Peut-être par curiosité, les gens l'écoutent. Et Grégoire a fait un très beau travail sur cet album. Les gens vont aimer cet album, le public va l'aimer. Cet album, il est disque de platine quand même. Double disque de platine. Double disque de platine. C'est impressionnant. Si je me remets au jour de sa sortie, même moi, j'y crois pas. Mais comment est née l'idée? L'idée, elle n'est pas de moi. L'idée, elle est de Grégory Turpin, qui est lui le premier à apprécier les textes de Thérèse, à les chanter. Et il va rencontrer Grégoire, il va rencontrer le producteur de Grégoire et il va leur souffler cette idée. Et Grégoire va mettre en musique les textes de Thérèse et après proposer le projet à TF1. On cherche quelqu'un pour l'interpréter. Et c'est là où, un jour, moi, je reçois un appel et on me dit « Bonjour Natacha, on voudrait savoir si tu es catholique. » Quelle étrange question. Oui, pourquoi? Est-ce que tu pourrais venir à un rendez-vous chez TF1 la semaine prochaine? Ok. Et c'est comme ça que le projet va naître. Ce que vous n'imaginiez pas, ça a changé votre vie. Ça a changé toute une partie de ma carrière, en tout cas. Et je ne sais pas si ça a changé ma vie, mais en tout cas, ça a changé entre 10 et 15 ans. Oui, parce que 12 ans déjà de ma carrière. Alors, il se trouve que dans Mes très chères saintes, vous évoquez bien sûr Sainte Thérèse de Lisieux en expliquant que le pape Léon XIII ne voulait pas qu'elle rentre au Carmel. Ouais.
En fait, il ne voulait pas qu'elle y rentre plus jeune que l'âge à laquelle on avait le droit. Il faut savoir qu'au départ, des jeunes filles sont entrées au Carmel, puis ont changé d'idée en cours de route et en sont ressorties. Donc, euh, les personnes en charge du Carmel ne veulent plus de très jeunes filles au Carmel pour que les choses ne se passent pas comme ça. Et donc, on dit à Thérèse d'attendre. Et Thérèse, elle est apparemment pas patiente. Peut-être qu'on a ça en commun. Elle y travaillera d'ailleurs sur sa patience. Elle veut vraiment y aller. Et quand elle va rencontrer le pape, on lui dit de ne pas adresser la parole au pape. Mais elle est submergée par toutes ses émotions et elle n'arrive pas. Elle lui parle, elle lui demande une dérogation pour entrer au Carmel, qui lui refuse. Ça pourrait la décourager et ça ne la décourage pas du tout. Et elle aime bien à l'époque d'ailleurs se comparer à Jeanne d'Arc et elle dit qu'elle va conquérir ce Carmel à la force de l'épée, presque comme Jeanne d'Arc, quoi. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que Léon XIII, son successeur est un certain Pie X, dont vous descendez. Là aussi, c'est le destin. Ouais, enfin, dont je descends pas réellement, mais Ouais. dont je suis de manière croisée, apparentée, puisque la maman de Pie X a comme sœur une femme dont je descends. C'est Donc voilà, c'est un extraordinaire, ouais. cousin extrêmement éloigné. Oui, mais en même temps, là aussi, il y a un coup du destin. Il y a sûrement un coup du destin. Chez les Amérindiens, on reconnaît la descendance jusqu'à 7 générations. Il faudrait que je regarde à combien de générations j'en suis. En tout cas, Pie X, qui s'appelait Joseph Melchior Sarto, a été un grand réformeur de l'Église catholique Ouais. et il a été canonisé en 1954. Mm. Alors ça, ce premier disque a marché et naturellement, vous avez continué avec Thérèse de Lisieux. Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner, et se donner soi-même, et redire à jamais, de toute éternité, aimer c'est tout Là, donner. il fallait continuer et c'est vrai que là, c'est très différent. Ce sont des chansons, ce n'est plus des poèmes. Là, ce sont des chansons. On va s'inspirer des textes de Thérèse. Certaines chansons vont reprendre des bouts des poèmes de Thérèse et d'autres sont complètement écrites. D'autres sont des moitiés-moitiés. Bref, c'est avec les frères Pouzin que je ferai cet album du groupe Glorious. Mais il se passe quand même quelques années entre l'album Vivre d'amour et l'album Aimer c'est tout donner. Mais en même temps, ça marche parce que vous arrivez à un moment où on a besoin de ce genre de repères, Natacha Saint-Pierre. En fait, le monde de la musique évolue très rapidement et on évolue vers une musique de plus en plus urbaine à la radio et dans les médias. Je me souviens que les maisons de disques à l'époque veulent aussi me diriger vers l'urbain, mais c'est tellement pas mon ADN et j'ai besoin de sentir une sorte de vérité quand je fais les choses et je ne peux pas me diriger vers la musique urbaine. Et donc, je trouve, moi, cette voix qui me permet de continuer à chanter en faisant un truc qui me ressemble, finalement. Et qui vous ressemble, et vous n'êtes pas la seule, puisque vous avez fait une tournée avec les petits chanteurs de la Croix de Bois, qui a été Ouais. aussi une véritable succès. Ça aussi, ça vous ressemble. Ça aussi, ça me ressemble. C'est une tournée de Noël parce que je trouve que les petits chanteurs à la Croix de Bois, les chorales à Noël, c'est formidable. On aime tous faire la messe de Noël avec une chorale. C'est toujours tout de suite plus gai. Et là, je vais me retrouver avec eux. C'est une institution, pardon, qui n'a dont on n'a plus besoin de parler, qui a fait ses preuves. Et ce sont des chanteurs de très grand talent. Et c'est l'abbé Maillet et surtout Paul Berthier, qui était un organiste qui l'ont créé. Paul Berthier, qui était le grand-père maternel de France Gall. Et bien là, vous m'apprenez quelque chose. Et ben voilà. Alors, il se trouve aussi que, de façon très différente, vous avez surpris tout le monde avec Masked Singer. Ça, c'est aussi étonnant. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, comme je vous dis, je fais toujours les trucs par coup de tête. On me propose de faire ça. J'adore me déguiser depuis que je suis toute petite. J'adore le fait de chanter sans qu'on sache que ce soit moi. J'y trouve une certaine liberté. Comme dans les comédies musicales, que j'adore faire aussi, où sous un costume, ce n'est plus moi, donc j'ai une plus grande liberté. Et là, dans un cupcake, comment vous dire que la liberté, elle est immense. Exactement. Et le cupcake qui n'existait plus pour personne, c'est la série Sex and the City qui l'a remis à l'honneur, puisque les héroïnes mangent des cupcakes, dans chaque séquence. Alors ça, c'est votre côté chanteuse, et puis il y a le côté écrivain qu'on va évoquer à travers la date du 17 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Natacha Saint-Pierre.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Natacha Saint-Pierre, on a évoqué votre parcours, et puis Thérèse de Lisieux et Jeanne d'Arc. Et finalement, le 17 septembre 2025, sort un livre, Mes très chères saintes, aux éditions du Rocher. C'est presque, pas l'aboutissement, mais la suite de cette aventure. C'est la suite. Et si je vous dis comment j'en ai eu l'idée, ça peut vous surprendre. Un jour, en chantant dans une église, je suis arrivée dans une église où le curé était plutôt féministe. Et il mettait à l'honneur sur son autel, qui venait d'être construite, le nom de 10 saintes qui avaient vraiment laissé leur trace dans l'église catholique. Et j'avais trouvé ça très intéressant et je m'étais dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça un jour. J'ai fait pas longtemps après l'album Croire, où je chante différentes saintes, mais je trouvais le projet moins abouti et je les connaissais pas si bien que ça, ces saintes. Il fallait que j'aille les découvrir un peu plus. Et c'est le travail qui a été fait avec ce livre. Alors, vous avez fait un livre où il y a à la fois la vie de ces saintes, mais aussi votre travail personnel sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez à travers ces saintes qui, vous le dites dans ce livre, vous ont appris à devenir meilleurs. En fait, je pense que c'est peut-être le yoga qui m'a amené vers ça, mais on a tendance, moi en tout cas, j'ai tendance à vouloir devenir la meilleure version de moi-même, toujours un peu plus, un peu plus. Et en fait, pour s'améliorer, j'ai l'impression que c'est plus facile de s'inspirer. Dans le sport, on va on va s'entraîner avec des gens qui sont plus talentueux que nous, donc on va tendre vers le meilleur. Et moi, c'est plutôt d'un point de vue spirituel que j'ai envie d'avancer. Et donc, en lisant les biographies de ces saintes-là, en lisant tout le travail que les historiens sont allés fouiner et m'ont donné, ça me permet, moi, de grandir et de me dire, en fait, cette femme, les qualités qu'elle a, que j'ai envie de développer, que je n'ai pas, sont celles-là, celles-là, celles-là. Et pourquoi on peut s'inspirer de cette personne qui a vécu il y a très longtemps, dans notre vie d'aujourd'hui, qui est un monde moderne un peu plus essoufflant. Oui, et vous dites dans ce livre qu'on n'a jamais eu autant besoin du beau. Oui, et je trouve, j'ai été marraine de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Et le fondateur de cette association disait à une époque qu'il fallait les fleurs et à manger. Parce que la beauté n'est pas un luxe. On sous-estime souvent le bonheur que peut créer quelque chose de beau. Juste une jolie nappe. Une petite fleur, une pâquerette qu'on a cueillie sur la table, ça va déjà apporter beaucoup de gaieté aux gens qui sont seuls, à qui on amène à manger. Donc oui, on a besoin du beau dans nos vies aujourd'hui. Alors, mes très chères saintes, il a fallu d'abord choisir 10 saintes et ensuite un énorme travail de préparation. Pour vous, c'est tout à fait nouveau. Pour moi, c'est nouveau. Par contre, je n'ai pas été seule pour la partie recherche, parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas les qualificatifs qui me permettent d'aller dans les bibliothèques, trouver les ouvrages, d'aller sur Internet, trouver les ouvrages. Donc, pour ça, il y a des gens dont c'est le métier qui m'ont aidée. Après, il a fallu le lire, il a fallu choisir celle dont on avait à parler. Il y en a, parce que ça, c'est les 10 finales que vous voyez, mais il y en a eu plus en termes de recherche. Mais il y a certaines saintes pour lesquelles il y a très peu de travail bibliographique et donc on ne peut pas dire grand-chose. On n'en connaît pas assez. Mais en même temps, il faut derrière avoir une opinion personnelle et tirer de chaque phrase ce que ça peut apporter à votre vie. Mais ça, j'aime bien le faire. J'aime bien me projeter. Je fais partie de ces gens qui ont très peu de lecture, entre guillemets, pour le plaisir, qui sont que divertissantes. J'ai toujours des livres de développement personnel, des livres d'histoire. J'adore les livres d'histoire. Et en fait, j'aime bien faire ça. Pour moi, ça, c'est pas fatigant. Pour moi, ça, c'est mon passe-temps. Oui, mais ce livre n'est pas un travail d'historien et vous le soulignez. Non, parce que je suis pas historienne. Voilà, mais en même temps, vous avez... Donc, dans ce livre, il y a la partie historique, qui est un travail de recherche, où je vous dis... en fait, ce que je fais, c'est que je fais un condensé de ce que j'ai appris. Et une fois que j'ai fait ce condensé de ce que j'ai appris, je vous donne ma vision. Et cette vision, peut-être elle vous parlera, je l'espère. Peut-être vous avez une vision différente. Et c'est là où c'est intéressant aussi. Et ça, je l'ai appris en devenant intervieweuse. Et je me souviens un jour avoir interviewé Serge Lama. Et en l'interviewant,
je me suis aperçue qu'il avait une vision différente. Et je trouvais ça tellement génial de voir d'autres visions que la mienne, de chanteuse soliste, qui est jamais confrontée aux autres visions. Et je trouvais ça génial. Et c'est ce que j'aime maintenant dans mon métier, c'est avoir d'autres visions. Alors, il se trouve qu'il y a des saintes qu'on connaît et d'autres qu'on connaît moins et qui apparaissent dans votre livre. Hildegarde von Bingen. Vous la connaissiez pas? Pas du tout. Ah, alors que c'est une femme formidable qui va être une pionnière de la médecine homéopathique, entre Bien autres. sûr, Régine Pernoud en a parlé plusieurs fois, et c'est vrai qu'il y a une intelligence qui a fait bouger les choses. Une intelligence qui fait bouger les choses et beaucoup d'intuition. Beaucoup Elle ose. Elle ose marcher sur un sentier qui n'existe pas encore. Elle va créer ce sentier et comme dans tout, quand on est la personne qui va inventer, qui va être la première à parler d'un sujet, on peut être décrié. Ce n'est pas facile d'être le pionnier. Et cette femme-là, entre autres Hildegarde, a cette capacité-là à résister. Et puis, il y en a une qui rappelle Montréal et que Charles Trenet a chanté à sa façon. La légende de Sainte Catherine est une vieille chanson du Moyen-Âge qui nous retrace un épisode de la vie de la sainte. Alors ça, c'est une chanson totalement délirante de Trenet. Sainte-Catherine, effectivement, il l'a composée au Québec, puisqu'à Montréal, Il y a la une rue Sainte-Catherine qui est très importante. Ouais. Voilà. Et Sainte-Catherine de Sienne, c'est une sainte aussi qui a été très controversée, conspuée, que vous évoquez à votre façon, Natacha Saint-Pierre. Ouais, je trouve que chacune de ces femmes ont été, d'une certaine façon, prises de haut. Et ont malgré tout réussi, à l'instar de Sainte-Catherine, à placer leurs cartes. Oui, parce qu'en plus, elle a été témoin des affaires politiques de son temps qui n'étaient pas très simples, et vous le racontez dans ce livre. Oui, et elle a été, je pense, elle a amené l'énergie féminine dans tout ça. Il y a très peu de temps, je lisais un reportage dans lequel on expliquait que s'il y avait plus de femmes en politique, il y aurait plus de situations de win-win, de pourparlers. Parce que les femmes ont moins d'orgueil que les hommes et auront moins envie de gagner sur tous les points et sont plus aptes à faire des compromis. Et ce que Sainte-Catherine de Sienne va apporter en politique, c'est entre autres cette capacité du compromis. Oui, et le mélange du cœur et de l'esprit. Tout à fait. Et ne ça, pas avoir que la tête. voilà. Et ça, c'est quelque chose à chaque fois qui vous a servi dans votre vie. Si je n'écoutais que mon cœur, peut-être que je ne gagnerais pas ma vie. Et si je n'écoutais que ma tête, il n'y aurait pas d'âme dans ce que je fais. Et je trouve que c'est important d'avoir ce mélange des deux. Et puis, il y a bien sûr Mère Teresa, universellement connue, que vous ne pouvez pas ne pas traiter dans ce livre. Oui, qui est une femme qui n'a rien à offrir et qui pourtant va offrir beaucoup. Et elle nous apprend que on n'a pas besoin d'être des grands de ce monde pour changer la vie de quelqu'un. Il suffit d'être entièrement présent à la personne qu'on a en face de nous. Des vraies capacités d'écoute peuvent changer la journée d'une personne. Elle prône la grandeur des petites actions, vous dites. Oui, mais comme Sainte Thérèse de Lisieux aussi, avec sa petite voix qui va nous parler, et qui d'ailleurs s'appelle pas Thérèse pour rien, Oui. et qui va nous parler de faire les choses avec le cœur, sans rien attendre en retour. Vous racontez dans ce livre, Natacha Saint-Pierre, qu'un jour, Mère Teresa a transformé une Lincoln pour les enfants. Oui, tout à fait, parce que elle ne sait pas quoi faire de ce cadeau qu'on lui offre et elle a fait ce vœu de pauvreté. Donc, comment elle va faire pour s'en servir pour que finalement ça ait du sens. Et ça a du sens à partir du moment où elle la met au service. Et elle a fait une loterie pour faire gagner cette voiture. Oui. Et elle a fait une ville grâce aux bénéfices. Elle a fait une ville grâce à tout ça. Et je trouve que l'idée, elle est très intéressante. C'est Dominique Lapierre qui avait fait au Calcutta, qui a fait un livre là-dessus sur Mère Teresa, et qui a ensuite tellement été frappé qu'il a dédié sa vie et tous les bénéfices de ses livres, qui était La Cité de la Joie, ont servi à Mère Teresa.
Mais il y a le Père Pedro aussi, dont on parle un peu Oui. moins, qui, à l'instar de Mère Teresa, agit beaucoup aussi à Madagascar et a fait, a dédié sa vie entière en fait à ces enfants de Madagascar, ces gens qui vivent dans les déchetteries et pour lesquels ben, il essaie d'amasser des fonds, construire des églises, de construire des écoles surtout et des orphelinats et voilà. Et vous dites dans ce livre que vous avez découvert Sainte Geneviève Mm. qui a sauvé Paris. J'ai découvert Sainte-Geneviève et et au départ, quand je commence à lire sur cette scène, je me rappelle que j'ai failli aller habiter au couvent Sainte-Geneviève quand je commence ma carrière. Mes parents cherchent un endroit où je peux habiter à Montréal quand je dois travailler à Montréal et on cherche un endroit pas trop cher, quoi. Et il y a le couvent Sainte-Geneviève où on peut aller dormir. Et finalement, j'y irai pas, mais au moment où je vais commencer à lire sur Sainte-Geneviève, je me rappelle de cette anecdote et il me touche. J'ai ma cousine qui s'appelle Geneviève aussi. Et cette femme, elle est dans la ville de Montréal plutôt importante. Voilà. Et effectivement, vous racontez comment elle a sauvé Paris qui risquait d'être pris par les troupes d'Attila. Tout à fait. C'est une petite Jeanne d'Arc qui va sauver Paris, Et qui va vivre jusqu'à 90 ans, ce qui est rare à l'époque. ce qui est très rare à l'époque. Et puis naturellement, dans ce livre, vous évoquez la Vierge Marie. La Vierge Marie, dont on parle très peu dans la Bible, faut le savoir, il y a que quelques phrases ici et là. Et je me souviens d'une phrase que moi j'aime bien, qui est Marie. Je ne me rappelle pas de la phrase exacte, mais va méditer sur tout ça. Elle parle très peu. Elle n'agit pas dans une action surdimensionnée. Elle médite sur tout ça. Et c'est cette façon de dire, en fait, prendre conscience des choses et peut-être prier, parce que méditer, c'est une forme de prière, a un impact aussi. Et vous êtes aussi très lucide dans ce livre parce que vous dites très clairement que dans cette époque trop rationnelle, on va éventuellement railler ce genre de choses, tout ce que vous dites. Oui. Et en même temps, j'ai tendance à vouloir ne pas me considérer que comme un être de chair et d'os, parce que je trouve ça triste. Et pour moi, toutes les émotions, tout ce qu'on dit venir du cœur, pour moi, c'est un peu l'âme. La conscience, c'est notre âme. C'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter. Et je me dis, à partir du moment où on a conscience qu'on a cette dimension-là aussi, on peut en prendre soin, comme on prend soin de notre corps aujourd'hui, parce qu'on sait en prendre soin. Mais notre conscience, notre santé mentale, notre cœur, nos émotions, on n'en prend pas encore très bien soin. Et pour moi, en prenant soin de notre spiritualité, on prend soin de cette part-là de nous-mêmes. Et du coup, on dit un esprit sain dans un corps sain. Ben, l'esprit, c'est tout ça. Et tout ce travail, même sur les saintes, vous a beaucoup apporté moralement, vous a même aidé à aller encore plus loin sur vous-même. Ça m'a aidé à aller encore plus loin sur moi-même. Ça m'a aussi me fait rendre compte à quel point je suis pas sainte du tout et très mortelle, mais de voir, par exemple, certaines saintes qui vont douter à des moments de leur vie et qui sont malgré tout des saintes, je me dis, bah, alors moi, qui est loin d'avoir leur force morale et leur force spirituelle, je doute, j'ai des questions, c'est pas grave. Et d'avoir cette capacité-là chaque matin de se relever et de se dire, bon, bah, c'est un autre jour et je vais essayer de faire mieux qu'hier. Et si j'échoue, avoir la capacité d'avoir de la compassion envers moi-même, ce qui n'est pas souvent facile. On a beaucoup plus facilement la compassion pour les autres qu'envers soi-même. Et des fois, ne même pas réussir à avoir de la compassion pour soi-même et rire devant tout ça et se dire, j'essaierai demain. En tout cas, il faut essayer dès aujourd'hui de lire ce livre, Mes très chères saintes, aux éditions du Rocher. Et je suis convaincu qu'à travers tout ce que vous racontez, le succès ne relèvera pas du miracle. Oh, vous êtes très gentil, merci. J'espère en tout cas que ce livre arrivera à faire en sorte que les gens qui le lisent se sentent bien. Eh bien, écoutez, on a passé un très bon moment avec vous, on se sent bien, et vous revenez quand vous voulez dans les Clés d'une vie, Natacha Saint-Pierre. Merci à vous. Merci, les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.